Et le 7 novembre 2011, c'est un exemple que je n'ai pas eu le temps de modifier, mais que j'aurais pu modifier ces jours-ci, là, hier. Ce sont les taux qui battent de nouveaux records sur certains pays. C'est très très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les marchés financiers, lorsque l'Italie, la Grèce émettent des emprunts, les marchés financiers exigent des taux de rémunération de plus en plus élevés. Alors que lorsque l'Allemagne émet les mêmes emprunts, les marchés financiers demandent des taux d'intérêt de plus en plus bas. Il y a eu un petit calme là, à la fin au début de cette année, et là ça a redémarré. Hier, les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers sur de nouvelles émissions allemandes étaient quasiment très très faibles, le plus bas historique à 0,2%, ou 1%, pardon, excusez-moi. Sur la France, c'est dans les 2 et quelques. Mais sur la Grèce ou sur l'Italie, c'est reparti à la hausse vers les 6 et 7. Ça veut dire quoi? Les gens qui croient que nous avons une même monnaie, une monnaie unique, c'est impossible de comprendre. Comment pourrait-on avoir des taux d'intérêt différents pour une monnaie unique? Alors s'il y a des différences de taux d'intérêt qui sont demandées sur les dettes émises par l'Italie, la Grèce, la France et l'Allemagne, eh bien ça veut dire tout simplement que les investisseurs savent qu'il y a des monnaies qui sont des créances sur les banques centrales respectives nationales, et s'ils acceptent de payer des taux très très bas pour l'Allemagne, c'est parce qu'ils savent s'ils ont une créance sur l'Allemagne, et que si l'Allemagne sort de l'euro, eh bien elle créera un mark, et que le mark va s'apprécier beaucoup. Donc à la limite, on a même vu récemment des taux d'intérêt négatifs sur les émissions allemandes. C'est-à-dire que les marchés financiers sont en train de tester le PEG, comme on dit, c'est-à-dire de tester le lien 1 pour 1 entre les États membres de l'Union européenne, et que les marchés financiers parient sur une explosion prochaine de l'euro, et donc ils veulent de l'émission allemande, parce qu'ils veulent, ensuite ça se transformera en une créance sur la BUBA, la Bundesbank, c'est-à-dire en un mark, c'est-à-dire en une créance qui va s'apprécier de 10, 20, 30% lorsque les Allemands auront recréé le mark. En revanche, s'ils exigent de l'Italie des taux de 5, 6, 7%, ça veut dire qu'ils anticipent une prochaine, ça peut être dans 2 ans, comme dans 2 mois ou dans 2 semaines, mais pas dans 25 ans. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils anticipent que l'Italie, si elle revient à la lire, la monnaie se dépréciera rapidement. La signification de cette divergence des taux d'intérêt, alors une fois que vous aurez su ça, vous aurez tout su, vous en savez plus que votre banquier, vous en savez plus que tous les grands dirigeants des partis politiques français, vous en savez ce que savent les gens qui connaissent le mieux le sujet, c'est que ce lien, ce PEG de 1 pour 1 entre la Bundesbank et la Banque centrale d'Italie est attaqué. Et hier, il était de nouveau attaqué sur l'Italie, sur la Grèce. Or, tous les spécialistes des monnaies savent que toute l'histoire monétaire contemporaine nous a appris que lorsque les PEG sont attaqués, les PEG, je rappelle, c'est le lien fixé forfaitairement 1 pour 1, c'est le principe même du traité de Maastricht. Lorsque les PEG sont attaqués, tôt ou tard, ils ont toujours fini par céder. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel ça n'est plus possible de suivre. Alors, une façon, par exemple, dont l'euro pourrait exploser, c'est si, par exemple, l'Allemagne décidait de remettre en cause le PEG de 1 pour 1, en disant, par exemple, qu'il reste dans l'euro, mais qu'il n'accepte plus le taux de 1 pour 1. À ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on voit arriver différents euros. Si l'euro Banque centrale de Grèce ne peut plus se convertir en un euro Banque centrale allemande, eh bien ça veut dire qu'on va réapparaître, même si ça ne dit pas son nom, des monnaies nationales. Et d'ailleurs, ça sera coté à ce moment-là immédiatement différemment sur les marchés internationaux. Vous achèterez un euro allemand et vous achèterez à un prix différent l'euro grec. Donc il suffit pour cela que le gouvernement allemand demain décide qu'il n'y a plus de taux de 1 pour 1 au moment des transactions interzone euro, c'est terminé. Vous savez peut-être quand même que lorsque la France, l'Allemagne ou la Grèce émettent des bons du Trésor à 10 ans, ils ne sont pas facturés pareil par les marchés financiers. L'Allemagne à 10 ans, elle a du 1,8 sur les marchés financiers, la France est du 2,1, 2,2. La Grèce ou l'Italie ou l'Espagne, on les a vus monter jusqu'à 7, et maintenant c'est aux alentours de 5 à 5, 5,5, 6.
Il y a des journalistes du Financial Times et du Wall Street Journal à l'été 2012 qui ont interrogé M. Draghi en lui disant « Mais M. Draghi, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondent ces différences de taux d'intérêt facturées par les marchés financiers ?» À quoi M. Draghi a dit « C'est très simple. Les taux d'intérêt sont faits pour rémunérer 3 risques. Premièrement, le risque de liquidité. Quand vous passez de l'argent à quelqu'un, vous, effectivement, vous ne l'avez plus, donc c'est un risque. Si vous avez, vous, besoin de liquidité, vous ne les avez plus, donc ça se rémunère. Le deuxième risque, c'est le risque de crédit. Oui, c'est-à-dire lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il vous rembourse. Mais quand vous prêtez à des très grands États, l'Italie, la France, l'Allemagne, etc., soyons sérieux, c'est pas des États qui vont être en faillite. Le troisième risque, a dit M. Draghi, c'est le risque de change. C'est-à-dire que les marchés financiers... Alors là, ça a été, je peux vous dire, nous avons à l'UPR des gens qui travaillent à la BCE et qui jugent que ce que je dis est tout à fait juste. C'est qu'en réalité, à la BCE, ça a été la panique dans les bureaux et dans les services, parce que M. Draghi, qui était sans doute encore un peu jeune dans ses rapports avec les médias, a dit ce qu'il ne fallait pas dire. C'est que justement les marchés financiers facturent dans 10 ans. Comme on ne sait pas en quoi on va être remboursé, on facture plus cher l'Italie parce qu'on anticipe que si l'euro explose, la nouvelle lire perdra probablement 15 à 18%, on facture plus cher que l'Allemagne. Et donc c'est un calcul d'actualisation à partir d'hypothèses et de statistiques. Je dis ici devant la salle qu'il y a un décalage énorme qui s'est produit entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord. Il y a 4 pays qui sont constamment créditeurs et qui voient affluer de l'argent des pays du Sud, qui sont l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Allemagne s'est ramassée 750 milliards d'euros. Ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands veulent sortir de l'euro. Est-ce que tout ceci, ce que je viens de dire là, est faux? La divergence de Target 2. Target 2, vous savez, ça mesure les soldes au sein de la zone euro, des capitaux qui ont fui certains pays pour aller se réfugier chez d'autres. Ici, vous avez en bleu l'évolution des capitaux arrivés en Allemagne. On a atteint maintenant 750 milliards d'euros. Et puis vous voyez que de l'autre côté, vous avez des pays qui s'effondrent, et notamment l'Italie et l'Espagne. Et l'Espagne est à moins 400 ou 420 milliards d'euros. Vous voyez que nous avons exactement un phénomène qui est de nature divergente. Alors tout le pari que font les européistes, c'est de dire oui, mais après il va y avoir un pic, et après ça va redescendre, et puis tout le monde va redevenir à zéro. Mais ça n'en prend pas le chemin, et ça en prend d'autant moins le chemin qu'à chaque fois qu'on fait de l'assouplissement quantitatif et qu'on réinjecte de l'argent dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, immédiatement cet argent retourne directement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, au Luxembourg, éventuellement en Suisse. Le jour où vous verrez ça expliqué aux 20h de TF1, alors que c'est quand même... Le journal n'est pas arrivé. Enfin, nous sommes dans la conspiration du sang. Je signale que quand je suis passé sur BFM TV le 12 septembre 2011, c'est-à-dire il y a maintenant 14 mois, auprès de Nicolas Dose, j'ai parlé de ça. En gros, pour rassurer les marchés, on réinjecte des liquidités. Mais c'est quoi exactement? En quoi est-ce que l'on règle le problème de fond des pays occidentaux? Ok, ça ne règle pas le problème de fond, ça d'accord. Ben oui, mais moi sur cette table, je peux vous donner dans la seconde 50 milliards d'euros. Allez-y. Eh bien, j'y vais. Je vous le donne. C'est un cadeau pour vous. C'est un billet de 100 milliards de Deutschmark de septembre 1923. Bon. Et ça représente, vous savez qu'un Reichsmark, c'était des Reichsmark à l'époque, le mark a été changé en gros 1 euro égale 2 marks. Bon. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire, tout simplement, à des artifices comptables qui n'ont aucune prise sur la réalité. Oh. D'ailleurs, ce petit billet, je vais vous en faire cadeau, hein. Ce petit billet de 100 milliards de marks vous explique pourquoi il ne peut pas y avoir d'entente européenne. Parce que ce qui est fascinant, en France, c'est que les européistes, comme nous les appelons, ne parlent de l'Europe qu'au regard du prisme français.
Il faut bien comprendre ce que c'est que la mentalité du peuple allemand. Le peuple allemand a vécu un traumatisme effrayant en 1923. L'histoire, Et donc, oui, donc, hyperinflation, Weimar, eh bien, donc, 33. ils ne peuvent pas supporter de voir actuellement le bilan de la Bundesbank se dégrader. Je suis d'accord. Donc, de la BCE plutôt. De la Bundesbank Oui, de la aussi. Bundesbank. Et oui, vous savez que les banques centrales nationales existent, elles font partie de l'eurosystème. Et donc, et ça c'est un élément très important, c'est qu'il y a actuellement une migration des comptes des pays, parce que vous savez que les euros ne sont pas tous identiques juridiquement. Un euro en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Un euro en Allemagne, c'est une créance sur la Banque centrale allemande. Donc vous avez évidemment un certain nombre de grandes fortunes ou d'entreprises qui font transiter leurs comptes des banques commerciales qui sont en Grèce, au Portugal, en Italie, en Allemagne, parce que là, ils transfèrent, c'est la carrosse la citrouille qui se transforme en carrosse. Leurs euros qui étaient des créances sur la Banque centrale de Grèce deviennent des euros qui sont des créances sur la Bundesbank. Ceci est en train de plomber le bilan de la Bundesbank et c'est la raison pour laquelle les Allemands, et nous le savons, parce que nous avons quand même dans notre mouvement politique un certain nombre d'experts qui nous ont rejoints, et nous savons que les Allemands jamais ne voudront continuer à dégrader le bilan de leur banque centrale. Mais j'ai parlé de ça, j'ai expliqué que les Allemands voulaient que l'intérêt d'Allemagne serait de sortir de l'Europe. Bon, je rappelle quelle a été la suite de ça, et je suis maintenant grillé sur BFM Télé. Voilà. Monsieur Nicolas Dose a fait savoir qu'il ne pouvait plus me réinviter. Il a dû se faire taper sur les doigts par sa rédaction en chef. Silence sur Target 2. J'avais dit qu'il y avait un autre truc qui avait divergé, c'était les fameux targets. Alors rappelez-vous que les targets, c'est des dettes et des créances de banque centrale à banque centrale dans la zone euro. Donc, par construction, comme la somme de toutes les dettes et les créances entre elles, c'est un système fermé, ça fait 0. Vous pouvez en avoir une qui doit moins 2, enfin une qui est à moins 2 parce qu'elle doit 2, une qui est à moins 3 parce qu'elle doit 3, et la troisième va valoir forcément plus 5. Hein, puisque c'est des dettes et des créances entre elles. Et donc la somme de tous ces chiffres doit faire 0, et c'est ce qui explique que le graphe que vous voyez ici est symétrique. C'est-à-dire que la somme des hauteurs positives et moins les hauteurs négatives, c'est exactement 0 tout le temps. Ceci étant, vous avez des pays qui sont au-dessus, genre ce rouge-là, qui est un gros créancier, et des pays qui sont en dessous. Donc le rouge, c'est l'Allemagne qui est créancière, et le jaune et l'ocre, c'est l'Espagne et l'Italie qui sont débiteurs. Et vous voyez que ces dettes de banque centrale à banque centrale ont enflé d'une manière tout à fait disproportionnée et que ça a commencé à la crise. Parce qu'ici, c'est 2008. Avant, tout allait très bien. Il ne se constituait pas de dettes ou de créances exagérées de banque centrale à banque centrale. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La faiblesse, le talon d'Achille, il était latent. On ne le voyait pas. Il était bien présent, mais il n'avait pas été activé. À partir du moment où la crainte est apparue que l'union monétaire pouvait exploser, ça a fait cet effet. Donc vous pouvez voir qu'il est drastique. Enfin, du jour au lendemain, la situation a été tout à fait différente. En fait, même la hauteur là du rouge, c'est plus grand, et donc il représente les créances que la malheureuse Bundesbank a accumulées sur ses consoeurs de la périphérie. C'est plus grand que la taille du bilan qu'elle avait lorsqu'elle est entrée dans la zone euro. Donc c'est quelque chose de complètement démesuré.